Dans les années 70, la vague des films de monstres de kaiju, les fameux films de monstres japonais, commence pas mal à s'essouffler. Ça fait 20 ans que ça dure, un peu plus. Donc on est rendu, c'est ça, Mechagodzilla 2, puis ce genre de trucs-là, avec Jet Jaguar, ces films-là. Ça pogne moins qu'avant. Voyant ça, les producteurs des studios Toei, qui est un compétiteur de la Toho, qui fabriquait les Godzilla, décident de créer un film beaucoup plus basé sur les films américains. De faire un film de monstre japonais, mais basé sur Jaws, en fait, qui vient de sortir et qui a été un énorme succès. Puis le film qu'ils produisent, c'est Les monstres de la préhistoire de 1977. En anglais, c'est Legend of Monster Birds and Dinosaurs, ou quelque chose comme ça. Legend of Dinosaurs and Monster Birds. De 77 de Junji Kurata. Je l'ai écouté. J'ai adoré ça. C'est excellent. C'est pas ce que je pensais que c'était, mais c'était mieux. Qu'est-ce que ça raconte en gros? Ben, ça commence un peu comme Jaws dans la mesure où on a une fille qui se promène. Je pense qu'elle est sur une île, dans la jungle, dans la forêt, peu importe. Il y a une fille qui se fait attaquer par un monstre. Voilà. Et elle connaît une mort atroce. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a des dinosaures qui sont en train de se réveiller essentiellement. Puis il y a un géologue qui cherche à trouver la vérité sur ce qui est en train de se produire et qui soupçonne que c'est des dinosaures qui se réveillent parce que son père était lui-même un géologue célèbre, quelque chose comme ça, qui est mort ridiculisé parce que lui croyait qu'il y avait encore des dinosaures sur Terre, mais personne ne le prenait au sérieux. Alors, donc, ce jeune garçon, ce jeune homme dans la vingtaine, veut prouver que son père n'était pas un fou furieux, mais aussi il veut se mettre riche avec ça. Et donc, il se met à enquêter sur les dinosaures, et effectivement, on se rend compte il y en a même deux. Puis tout ça, ça se passe pendant un festival, n'est-ce pas? Fait qu'encore une fois, comme dans le jazz, il y a une ville sur le bord de la mer. Bon, on est au Japon, ça fait que tout est sur le bord de la mer. Puis, ben, c'est ça, eux autres, c'est leur grosse saison touristique, puis ils font des événements, des spectacles, puis plein d'affaires comme ça. Puis les monstres sont en train d'attaquer pendant ce temps-là. Donc les autorités, évidemment, voient d'un très mauvais œil, pas tant que le monstre, pas tant les attaques du monstre que le fait qu'il y a ce jeune garçon-là, ce jeune gars-là, qui vient foutre le trouble, puis qui laisse entendre que c'est ça, peut-être qu'ils se font attaquer par des. Peut-être qu'il faudrait qu'ils interrompent leur festivité pour éviter que les gens se fassent manger. Il y a une histoire d'amour, donc c'est ça, il y a une sorte de personnage, là, mais fondamentalement, c'est jazz avec des dinosaures. Puis des dinosaures japonais. Puis pourquoi c'est bon? Ben, il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est bon. Puis la première raison, vraiment, puis ce qui m'a le plus surpris, probablement, c'est à quel point le film est atmosphérique. C'est atmosphérique, mais en même temps, c'est beaucoup plus un film d'horreur que le film de kaiju habituel. Tous les films, les premiers Godzilla, c'est des films d'horreur en quelque part, mais ici, c'est horreur des années 70 avec du gros gore. Il y a vraiment des bras coupés, des affaires comme ça. Là. C'est bourré de trucs comme ça. Il y en a plusieurs reprises. Là. Puis, mais ce côté gore-là est dans un enrobage qui est fondamentalement des longues séquences plus ou moins planantes, avec beaucoup de brouillard. Donc, c'est ça. Puis, il y a un. Ça fait penser à. Comment ça s'appelle? Let Sleeping Corpses Lie, le film de zombies espagnol des années 70 que moi j'aime beaucoup. Qui est un peu, il y a une qualité onirique dans le film. Puis c'est pas là tout le long parce que ça demeure quand même un film de kaiju. Donc il y a le côté un peu japonais. Tu sais, il y a le pédalo qui est dans un Gamera, je pense, à un moment donné. Soit un Gamera, soit un Godzilla plus tardif. Là, mais
un des films de Kaiju dont je me souviens, c'est ça, qu'il y a des enfants en pédalo à un moment donné. Là. Bon, mais il y a une version géante de ce gros pédalo-là qui apparaît dans le film. Ça fait que, ouais, c'est un film de monstres japonais avec des séquences de monde qui se promènent en pédalo. Mais le cœur du film, c'est vraiment ces longues séquences atmosphériques dans la forêt. On visite la fameuse forêt des suicides, à un moment donné, la forêt des suicidés, là. Bon, en tout cas, une forêt des suicidés. Ben, c'est ça, toutes ces séquences-là, tout ce qui est dans la nature, euh, voilà, c'est très onirique. Là. C'est un petit peu comme les passes dans les montagnes, dans Aguirre, la colère de Dieu, là, si on veut. Là. C'est, voilà, fait que c'est atmosphérique, c'est un film d'horreur, mais en même temps, c'est un super bon film de kaiju, donc de monstres géants. Il y a beaucoup de séquences où les monstres interagissent avec les êtres humains. Fait que quand on voit la tête des monstres, fait que là, ça ressemble à des marionnettes pas très réussies. Ça, c'est évident. Mais quand tout ce qui concerne les griffes des monstres, ça, c'est hyper réussi, en fait. Puis, ouais, quand on voit les griffes atterrir, toucher le sol, ça, c'est très efficace. Mais quand on voit les griffes ramasser une des nombreuses victimes des monstres, un peu comme quand King Kong ramasse quelqu'un, ben ça marche mieux que dans les King Kong. Ça marche super bien là-dedans. Puis c'est ça, quand les monstres... il y a quelque part où est-ce que les monstres mangent quelqu'un, fait que là, on voit la personne là, qui dépasse des crocs acérés de nos dinosaures. Ben, c'est rare qu'on voit ça dans les films de monstres japonais, en fait. Là. Moi, je l'ai pas. C'est la première fois que je remarque il y a plus de gros plans sur les monstres qui bouffent du monde, puis c'est bien exécuté, puis ça marche bien. Ça marche comme dramatiquement. Ça le fait. Bon. Fait qu'il y a tout ce côté-là qui est super bon. Puis, dans le côté atmosphérique, la musique est une des meilleures. Ben, en fait, à date, là, dans les films de monstres japonais, c'est de loin la meilleure musique que j'ai entendue. C'est plus proche de la musique, par exemple, de Capitaine Flamme. C'est un genre de jazz prog. C'est ça, c'est jazz progressif japonais des années 70. En gros, c'est ça. Puis, ils sont très bons pour ça. Il y a un côté disco aussi. C'est un mélange de disco, de jazz puis de prog japonais des années 70. Puis le fait est que les Japonais sont très, très, très bons dans ce style musical-là. Puis il y en a tout le long, à peu près, dans le film. Puis c'est hyper efficace. Fait que ça rehausse le film. Donc c'est un peu comme... je parlais l'autre jour de Kamikaze 89, le film allemand avec la musique de Klaus Schulze, là, de Tangerine Dream. Bon, ben ici, c'est la même affaire, sauf que c'est du jazz japonais. Fait que c'est super cool, honnêtement. Fait que pourquoi c'est bon? Essentiellement, c'est pour ça. Qu'est-ce que j'ai noté à part ça? La direction photo est super belle. Il y a plusieurs bonnes séquences, là. Comme il y a une passe de monstre dans un chalet à un moment donné avec la fille qui est en train de s'habiller ou de se déshabiller, puis il y a le monstre qui est en arrière. Là. C'est limite cliché, on voit ça souvent dans ces films-là. Je pense même dans King Kong, il y avait ça, mais là-dedans, c'est super bien effectué. C'est hyper efficace, en fait. Fait que voilà, il y a plusieurs bonnes séquences comme ça. Donc, tout le film marche autant comme film de monstre, comme film atmosphérique, qu'il y a des aspects d'horreur japonaise plus contemporaine. Donc, ce côté-là des films le Kurosawa qui fait des films d'horreur. Là. Il y a un peu ce côté-là par moment, les rings jusqu'à un certain point. Il y a des bouts que ça fait un peu comme ça. Puis, mélangé avec un style d'horreur américaine. Voilà, tout ça. Fait que c'est super bon, ça marche hyper gros. Faut dire que les films japonais, j'aime quasiment tout le temps ça. Mais j'aime tout le temps ça parce que c'est bon, puis ça, c'est bon. Fait que voilà. Qu'est-ce qu'on remarque à part ça? Qu'est-ce que j'ai remarqué? Ce qui est intéressant, c'est à quel point ma première impression du film... OK. Quand j'ai regardé ça, une séquence qu'on voit à un moment donné, c'est il y a des chanteurs country japonais
qui font un spectacle. Puis c'est pendant ce spectacle-là que le monstre se dévoile au grand public. Il y a la grosse attaque, là, que j'ai un peu évoquée tantôt dans mon introduction. C'est pendant un spectacle de country japonais. Et puis ça fait pas atmosphérique, ça fait un petit peu quétaine, ouais, si on est bien sincère. Puis moi, quand j'ai regardé ça, puis il y a beaucoup de séquences où est-ce qu'on voit le mont Fuji. Le mont Fuji est hyper important dans l'histoire du film. Le mont Fuji qui est au cœur de l'identité japonaise à beaucoup de points de vue, qui est un volcan. Puis il est beaucoup question dans le film que le mont Fuji risque d'entrer en éruption, en fait. Puis il y a des affaires de tremblements de terre aussi. Les Japonais, au Japon, il y a beaucoup de tremblements de terre, à ce que j'en comprends. Donc voilà. Fait que moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à quand quand j'avais regardé Secrets of the Telegian, dont j'ai parlé sur la chaîne ici, qui est une histoire de gars qui se téléporte, puis c'est un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, un vétéran japonais, puis lui est encore, dans son esprit, jusqu'à un certain point, loyal à l'empereur, fidèle à l'empereur, puis il est en train de se venger des soldats qui ont trahi l'empereur, puis qui ont voulu se mettre riches, etc. Mais fait, Secrets of the Telegian, puis c'est ce que je pensais qu'on avait ici. Secrets of the Telegian, c'est, dans mon impression, c'est une réflexion du Japon sur le conflit entre le Japon d'après-guerre puis le Japon d'avant-guerre. Donc la société beaucoup plus occidentalisée, au moins en apparence, au moins superficiellement, puis la société d'avant où tu as l'empereur où l'empereur est encore une divinité, là, okay? Où on est encore plus dans la continuité du shogunat jusqu'à un certain point, là. Donc voilà. Puis, fait que je pensais que c'était en gros, c'est ça, une réflexion d'un peuple qui a été déchiré par son entrée dans la modernité, c'est-à-dire le fait qu'il était conquis, puis qu'il était obligé de changer sa manière de vivre à cause de ça. Mais, puis je pensais que quand on voit les country, les chanteurs country, puis voilà, quand le monstre attaquait, c'était... Tu sais, je me suis dit, est-ce que c'est... Comment mon cerveau fonctionne, là? Je me suis dit, est-ce que c'est une manifestation de la psyché japonaise? Puis, justement, là, les ancêtres qui sont pas contents parce que l'occidentalisation représentée, n'est-ce pas, par la musique country. C'est un peu grossier, mais est-ce qu'il y a quelque chose de ça là-dedans? T'sais? Puis bon. Puis il y a des raisons de croire que c'est pas entièrement farfelu, parce qu'il y a de la musique traditionnelle à d'autres moments, bon. Mais c'est pas ça. Pas consciemment, en tout cas. Parce que, justement, c'est en en faisant un petit peu de recherche sur le film après l'avoir regardé, c'est là que j'ai appris que les studios Toei ont délibérément conçu ce film-là pour pogner à l'étranger. Ils n'ont pas fait un film en se disant on va, entre Japonais, se parler entre nous et exprimer notre psyché profonde ou juste créer un divertissement, mais qui est quand même le reflet de notre psyché profonde. Ils n'ont pas fait ça. Ils se sont dit, OK, on va copier un film américain, puis on va leur vendre ça. Fait que, ouais, par cynisme commercial, en quelque part. Mais ce que j'ai trouvé intéressant en regardant ça, puis c'est ça, c'est que c'est quand même l'expression de la psyché japonaise, même quand ils essayent de ne pas le faire. OK? Donc, ils ont mis le mont Fuji apparemment parce qu'ils se sont dit, ça va faire pittoresque et exotique, ça va faire japonais, donc ils vont aimer ça. C'est un peu comme une carte postale. Puis ils ont mis des éléments comme ça, j'imagine, en se disant, OK, bon, mais qu'est-ce qu'on est susceptible de leur proposer qui va les impressionner par rapport à notre couleur locale à nous, mais un peu, encore une fois, comme une carte d'affaires touristique. Là, je ne veux pas dire qu'ils essayent d'attirer des touristes, mais le sentiment d'exotisme. Okay, ils voulaient vendre le film avec ça. Mais ils voulaient aussi vendre le film avec ce ton-là de film d'horreur occidental, très basé sur jazz. La structure du film, à beaucoup de points de vue, c'est celle de jazz. L'anecdote de la ville avec le festival, puis le monstre qui attaque, puis les autorités qui veulent rien savoir. Ça, c'est carrément jazz. Là. Ça a été vu après ça des milliers de fois, mais c'est l'élément narratif fondamental de jazz. C'est le monstre qui attaque, puis les autorités veulent rien savoir parce qu'ils veulent se mettre de l'argent dans les poches.
fait qu'ils ont copié Jaws à des fins bassement commerciales, mais il m'a semblé à moi, en tout cas, que c'est quand même, donc c'est ça, que j'ai quand même pu voir dans le truc, dans le film, que le monstre attaque pendant le show de country. Puis, même si j'ai eu l'impression, en regardant le film, que c'était quand même typiquement japonais, même quand ils s'en rendaient pas compte, finalement. Puis, c'est ça la question qui me reste après, par rapport au film, c'est ça. Ben, c'est plus qu'une question, en fait, parce que je me dis, même quand on essaye de ne pas faire partie d'une culture, on en fait partie. C'est ça. Puis même quand un film, semble-t-il, essaie vraiment de dire, OK, on va viser le marché international, puis on va mettre de l'avant l'exotisme, mais on n'est pas en train d'essayer de... Même quand, d'une certaine manière, ils sont en train de, de, de cacher qui ils sont réellement. Ils mettent une version mise en scène de qui ils sont pour pouvoir vendre cette mise en scène-là. Mais ils ne sont pas en train d'essayer d'exprimer qui ils sont profondément. En gros, c'est ça. Mais mon impression, c'est qu'ils ils font pareil. Ils essayent de ne pas le faire, mais ça le fait quand même. Puis probablement que si on regardait le film, on verrait plein de choses comme ça. Je pense, dernier truc que j'ai mentionné là-dessus, mais euh, le Japon, c'est une société hyper hiérarchisée de ce que j'en comprends, puis la hiérarchie s'exprime particulièrement en fonction... Ben, il y a les gars et les filles, déjà, qui sont pas pareils. Les filles sont clairement inférieures aux gars dans la société japonaise, là. Puis les Japonais vont te le dire. Là. Certainement, les femmes japonaises vont te le dire si tu en rencontres ici. Là, bon. Puis ça paraît dans le film. Hmm? Mais il y a aussi, c'est hiérarchisé aussi en fonction de l'âge, où les personnes plus âgées, comme les vieillards, ont une forte autorité morale, essentiellement. Le respect dû aux aînés est beaucoup, 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 beaucoup plus important au Japon. Puis c'est quelque chose que je savais pas avant, il n'y a pas très longtemps, en fait, il y a une couple d'années, là. Puis parce que c'est facile de le manquer. C'est facile de ne pas le voir quand on le sait pas. Mais quoi que tu le sais, ça explique jusqu'à un certain point des affaires. Là. Puis dans le film, je pense que si on regardait le film les monstres de la préhistoire en fonction de ça, on verrait probablement des échos de ça. J'ai parlé il n'y a pas longtemps d'un film de Matsumoto, un film d'animation, là, qui est Yamato, le premier film de Yamato, où le capitaine, c'est un vieux monsieur. Puis bon, fait que si tu le sais que le Japon, c'est une société hyper... où les personnes âgées occupent ce rôle-là, puis sont vues comme ça, puis ont ce genre de dynamique de pouvoir-là jusqu'à un certain point, ben, tu vois le film un peu différemment, forcément. Donc voilà, donc c'est pour dire que même quand un film essaie de ne pas avoir d'a priori, de pas mettre de l'avant ses, ses prises de position, c'est ce que sa culture est profondément, elle fait pareil. Puis pourquoi c'est important? Parce que on baigne dans les films américains, puis tout le message des films américains, j'aime bien les films américains, récemment ils sont moins bons, mais les Américains, bon, c'est pas pour les critiquer sur la valeur de ce qu'ils font, mais tout le truc, c'est non, non, c'est pas des. C'est pas. Ils se mettent de l'avant comme une culture universelle. Voilà. Ils se mettent de l'avant comme ayant pas d'a priori culturel. Puis particulièrement de nos jours, où on voit dans les films américains un effort prononcé pour mettre des gens de différentes minorités, de différents groupes, tout le monde doit être représenté. Puis l'idée, c'est que, voilà, nous mettons dans nos films américains des gens de toutes les cultures, et donc ce film vient de toutes les cultures. Ce film est l'expression de toutes les cultures. Il est universel. Mais le film n'est pas universel. C'est l'expression de l'univers américain, de l'univers mental, émotif, psychique, culturel américain. Puis l'univers culturel américain, il n'est pas letton ou bulgare ou aïnou ou que sais-je. Il est américain. C'est des protestants britanniques à la base, puis les autres se greffent à ça, mais c'est ça que c'est. Bon.
Puis, voilà, donc c'est ça. Fait, puis, quand un film américain met des personnages d'autres cultures dans son film, ce qu'il dit, c'est vous faites partie de notre culture essentiellement, vous faites partie de notre univers. Moi, j'ai l'impression, donc quand on compare un film comme Les monstres de la préhistoire, puis la plupart des films américains des 60 dernières années, j'ai l'impression que ce qu'on peut remarquer dans les films américains, c'est qu'ils se présentent comme un message qui inclut tout le monde, un message universel. Ils se présentent comme des œuvres qui, oui, nous mettons en scène les États-Unis, mais nous sommes tous pareils. C'est un message qui revient d'ailleurs plus ou moins explicitement très souvent là, dans les... Je n'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, là, mais nous sommes tous pareils. On entend ça régulièrement là, dans le discours anglo-américain. Puis, ce qu'ils veulent dire par là, c'est que nous sommes tous des... Nous, on le reçoit comme... Ils veulent donc dire que nous sommes tous des frères. Mais est-ce que c'est réellement ça qu'ils sont en train de dire? Voilà. Puis, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ce qu'ils sont en train de dire, c'est nous faisons tous partie du même univers et cet univers, c'est le nôtre. Et les autres n'existent pas. Ils existent dans la mesure où vous voyez bien, vous êtes représentés. Ça serait intéressant de comparer les monstres de la... Ça serait intéressant de comparer, à mon avis, les monstres de la préhistoire avec à peu près n'importe quel film hollywoodien, si on veut, des 70 dernières années. Après qu'il ait gagné la Deuxième Guerre mondiale, contre les Japonais d'ailleurs. Parce qu'on voit dans le film japonais que même quand une culture essaye de ne pas exprimer sa propre culture, elle le fait. Même quand elle essaye de minimiser ce que sa culture prend, son inconscient collectif essentiellement, qui lui appartient à elle, la partie qui n'est pas universelle, la partie qui est spécifique à elle en quelque part, qui touche à l'universel mais qui est spécifique à elle, un peu comme notre personnalité individuelle. Ben même quand une culture essaie de cacher ça, elle ne peut pas faire autrement que l'exprimer dans son film. Puis ça serait, à mon avis, hyper intéressant de comparer avec, comme je le mentionnais, les films américains, qui sont toujours en train de nous dire qu'il n'y a pas d'inconscient, il n'y a pas de message caché en arrière. Lorsque what you see is what you get. Puis leur message, c'est non, nous sommes tous des frères dans la grande famille universelle de la planète. Tout le monde est ami, tant qu'ils suivent le bien, qui est représenté dans le film, puis le bien, tant qu'on se compare tous, tant qu'on pense tous comme les gentils dans les films américains, puis tant qu'on se comporte tous comme les bons dans les films américains, puis tant qu'on considère tous que les rapports de force dans les films américains sont négatifs quand ils nous disent qu'ils sont négatifs et positifs quand ils nous disent qu'ils sont positifs. T'sais, quand on accepte finalement le contenu non dit, c'est-à-dire le contenu culturel dans leur film. Voilà. Donc, c'est ça, le film américain nous dit « Nous sommes tous des frères », à mon avis. Puis il n'y a pas de contenu universel tant qu'on accepte le cadre en arrière. Voilà, donc...
S'il est vrai, comme je le crois, qu'un film, que tous les films en fait, mais certainement un film comme Monstre de la préhistoire, qui essaie délibérément de minimiser sa propre culture, de ne pas l'exprimer pour vendre un produit, est quand même en train d'exprimer sa culture, puis qu'elle n'a pas le choix de le faire parce que c'est inconscient, ça vient avec. Bien, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qu'on pourrait se poser comme question par rapport aux films américains, par exemple, dans lequel on baigne jour et nuit, tout le temps, depuis des décennies. Les films, l'Internet au complet, là, la télé, toutes les chansons populaires, qui se présentent toutes comme l'expression d'une culture universelle. C'est pas la culture américaine, c'est notre culture à tous. Est-ce que ça l'est? La recommandation, ben, j'avais pensé à différents films. J'ai pensé recommander Amazon Women on the Moon pour un sketch. Je l'ai déjà recommandé, je pense, Amazon Women on the Moon. Mais il y a un sketch en particulier où c'est Bullshit or Not, où est-ce que c'est une fausse émission de style mystérieux, là, les mystères. Où est-ce que on tente de nous convaincre que peut-être Jack l'Éventreur était en réalité le monstre du Loch Ness. Puis c'est super drôle. Il y a Henri Silva qui fait le présentateur. Puis ça se présente donc comme une émission qu'on voyait souvent, un genre d'émission qu'on voyait souvent dans les années 80, là, où est-ce que c'est ça. Bon. Puis, mais qui montre aussi tout le côté à quel point on est facile à manipuler quand on est avec ce genre de mise en scène-là. Puis le sketch au complet est sur YouTube, donc vous pouvez le regarder si vous voulez. Mais finalement, j'ai décidé de recommander un autre film que j'ai écouté très récemment puis que j'ai adoré, qui est peut-être qui est pas mal sur le bord d'être un de mes nouveaux films préférés, là, genre 10-15 meilleurs films de tous les temps, dans mon goût à moi. Puis ce film-là, c'est, comment ça s'appelle? La malédiction des yokai de 1968. Alors là, on est dans le un peu obscur. Le titre anglais, c'est Yokai Monsters, 100 Monsters, quelque chose comme ça. Mais c'est clairement une traduction d'un truc japonais qui est dur à traduire, là. Puis les yokai, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des monstres légendaires japonais. Puis il y en a toute une série, la femme au long cou, le parapluie avec des yeux puis une jambe qui sautille, des genres d'hommes poilus, des genres de gorilles avec des cornes, je sais pas trop quoi. C'est un mélange entre une licorne et un gorille, mais il y en a des tonnes, 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 tonnes. Là. Il y a une tête de femme géante, là, okay, avec des lèvres, un monstre, là, une face de monstre. Là. Mais il y en a des tonnes de ces monstres-là, puis ils ont toutes une signification particulière. Là. C'est des créatures imbibées de folklore. Puis il y a 3 ou 4 films, il y a trois films des années 60 qui mettent en scène les yokai. Il y en a un plus récemment qui a été tourné par Takashi Miike, je crois. Puis La malédiction des yokai, c'est le premier de cette série-là. C'est un mélange de films d'anthologie, parce qu'on voit différentes légendes de yokai qui nous sont racontées, mais il y a quand même une longue histoire, puis cette histoire-là, ça se passe à l'époque féodale, puis on a ce qui semble être un ronin, donc un samouraï sans maître, qui reste dans une maison, un genre de HLM, un bloc appartement, l'équivalent féodal japonais d'un bloc appartement. Puis pour personnes à faible revenu. Puis là-dedans, il y a un hôtel, une genre de chapelle shintoïste ou taoïste ou quelque chose comme ça. Et le gouverneur local est corrompu et avec ses sbires et des promoteurs immobiliers, ils s'arrangent ils ont concocté un plan pour raser ce HLM-là et mettre tout le monde à la rue pour pouvoir spéculer sur les terrains, puis rebâtir un autre truc, puis se mettre riche avec ça. Donc, c'est plutôt très d'actualité, en vérité.
Puis l'histoire, c'est un mélange de ça, puis d'histoires de yokai qui interviennent là-dedans, puis d'histoires de samouraïs avec le fameux Ronin là, qui intervient là. Bon. Fait que. Puis les yokai sont plus ou moins là tout le long. J'ai trouvé ça merveilleux. Ça m'a émerveillé. Puis il y a un mélange, donc, de. C'est ça, c'est le mélange de conscience sociale, de monstres folkloriques super cool, de ton des fois plutôt humoristique, plutôt léger, puis des fois carrément horreur, puis de films populaires et de films d'auteur. Ça mélange un peu tous ces tons-là. Puis vers la fin, il y a une longue séquence où interviennent tous les monstres, là, les yokai, qui ont chacun une personnalité très définie. Mais il y a ça aussi, là. C'est vraiment des monstres qui ont un caractère. C'est ça, c'est des. Chaque monstre exprime quelque chose de profond et de spécifique en quelque part. Là. Ils ont une personnalité, ils ont une. Voilà. Puis ils ont un esprit en quelque part. Puis on les voit tous intervenir vers la fin, entre eux, comme une sorte de communauté d'esprit qu'on ne comprend pas entièrement, un peu comme les gens qui racontent qu'ils ont vu des. Ils ont rencontré des lutins là, qui faisaient des fêtes. Là. D'ailleurs, en passant, si vous rencontrez dans le folklore, moi ça m'est pas. Dans le folklore, si jamais vous croisez des lutins qui font des rondes, qui dansent, là, faut pas les déranger. Même s'ils vous font des belles façons, particulièrement s'ils vous font des belles façons, dans le folklore de style celtique, là, c'est mieux les deux mondes ne sont pas supposés se croiser. Puis il y a un peu l'équivalent de ça là-dedans, mais tout ça pour dire qu'on voit les yokai interagir entre eux à un moment donné. Puis j'ai vraiment adoré cette séquence-là. C'est vraiment quelque chose. Puis tout le film est comme ça, donc c'est très, 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 très bon. Puis c'est pas de la science-fiction, donc je ferai pas une vidéo spécifique sur celui-là, quoi que j'y ai pensé, mais ça vaut largement, largement le détour. Là. Même si c'est pas hyper facile à trouver, ça vaut vraiment le détour. En ce qui concerne les monstres de la préhistoire dans le film d'aujourd'hui, pourquoi c'est bon? Ben, c'est bon, c'est même très très bon. Puis c'est bon parce que c'est comme un jazz japonais avec des monstres préhistoriques.